Donc nous allons détailler le fonctionnement de chaque feuille du schéma de la carte multifonction. Donc là vous avez la carte multifonction. Donc vous l'avez sous ISIS. Donc là vous avez dans projet, vous avez la feuille 1. Donc il y a des feuilles par feuille. Donc là vous avez le microcontrôleur. C'est lui dans lequel il y a le programme qui gère toute la carte. Ce microcontrôleur est programmé soit par le connecteur RJ11 par un module ICD2, soit par un connecteur CONPIC, c'est-à-dire par PIC2. Ce microcontrôleur est cadencé à une fréquence de 20 MHz, c'est-à-dire 20 millions d'impulsions par seconde. Ce quartz, pardon, pas ce condensateur, ce quartz est cadencé à 20 MHz et les condensateurs C2 et C1 permettent de polariser le quartz. C'est-à-dire que le pic là a 20 millions d'impulsions par seconde, c'est le cœur, les battements qui permettent d'exécuter le programme. Si vous avez un problème sur le quartz, le programme s'arrête, il ne s'exécute pas parce que le quartz est mal polarisé ou il est mal soudé ou il est défectueux. Vous avez autrement un afficheur LCD qui est piloté par les lignes de commande RD1, RD3 et les données sont envoyées sur RD4, RD5, RD6, RD7. Donc ça c'est les données qui sont envoyées à afficher. Donc bien sûr cet afficheur est alimenté entre la masse et VTD et le contraste de cet afficheur est réglé par P1. Alors au passage on pourrait faire le rétroéclairage borne 15 et borne 16. Par exemple si l'afficheur est utilisé la nuit, il faut l'alimenter, c'est-à-dire vous avez un rétroéclairage arrière qui permet de voir l'affichage. Vous avez autrement le bouton de remise à zéro du programme. Donc si j'appuie sur BP1, donc je réinitialise le programme, c'est-à-dire que le programme se met à début. Et tant que BP1 est appuyé, on est sur début. Début du programme, en C ou en flowcode, hein, début. Là, vous avez R1 et C3 qui permettent de réinitialiser le programme à la mise sous tension. Alors pourquoi? Parce que C3, c'est comme un réservoir, donc lorsque la carte n'est pas alimentée, C3 est complètement vidé. Et donc à la mise sous tension, C3 est toujours vide, donc le RAZ est activé. On voit que le RAZ, c'est un master clear, c'est un master clear bar, donc ça veut dire qu'il est actif au niveau logique bas. Quand C3 va se charger à travers R1, au bout d'un certain temps qui vaut à peu près 3 fois la résistance et le condensateur, 3 RC, eh bien RAZ vaut un niveau logique 1. Donc, eh bien, on n'initialise plus le microcontrôleur, il est initialisé. Voilà, et après, on le laisse travailler. Si je viens appuyer sur BP1, je décharge instantanément C3. Bref, c'est vrai qu'il vaudrait mieux mettre une petite résistance de 100 ohms entre là et là. Bon, c'est pas trop grave. Mais ça permettrait d'éviter une amorce sur le contacteur, sur le contact de BP1. Bon, c'est pas des courants très importants, donc le contact n'est pas trop abîmé. Mais il vaudrait mieux mettre une résistance entre là et là. C'est un petit oubli. Quoi d'autre? Donc là, vous avez piloté sur le port RB0 à RB7. Vous avez les LED D1 et D8, des LED vertes ou des LED rouges. Donc les résistances qu'il y a ici, c'est pour limiter le courant dans les LED. Et l'ULN 2103, c'est un montage Darlington NPN qui permet d'envoyer plus de courant. Bon, c'est vrai que ce Darlington n'est pas obligatoire, on pourrait alimenter directement les LED par le port du microcontrôleur. L'avantage d'une part, c'est que ça isole si on fait une fausse manip, on protège le pic. Et en plus, si on veut plus de courant, si on veut connecter des lampes de plus forte puissance, hein, jusqu'à 200 à 500 mA, eh bien, on peut se connecter ici. Voilà. Là, vous avez le bouton poussoir BP2 qui permet d'allumer toutes les LED. C'est le lampe test pour vérifier que toutes les LED fonctionnent bien, qu'il n'y a pas de problème. Ensuite, là, vous avez une LDR. Donc, c'est une résistance, c'est une photorésistance, une résistance qui est sensible à la luminosité ambiante. S'il fait noir, la résistance est très forte. Elle vaut 500 kΩ à peu près. Et s'il fait jour, la résistance chute, vaut à peu près 10, 20, 30 kΩ. Tout dépend de la luminosité ambiante. Donc là, on va récupérer sur un AN3 qui est connecté ici, sur le pic, une tension image de la luminosité ambiante. Bon, cette tension aussi, en plus, est réglable avec P2. Hein. Si là, on est tout en haut, ici, là, donc on a P2 entier, on a 500K. Là, quand il finit, on a 500K. Donc là, on a la moitié, on a 2,5 volts. Voilà. Et quand il fait jour,
bien, la tension elle chute à 0,6 ou 1 volt. Donc on a N3, une tension analogique, c'est pour ça que j'ai marqué AN3, hein, donc qui rentre sur l'entrée AN3, qui est une image de la luminosité ambiante. Là on a ce qu'on appelle un optotransistor, donc ici on a un transistor, là on a une LED émettrice infrarouge. Donc ici c'est un phototransistor, l'ensemble c'est un optotransistor, l'optotransistor composé d'une diode émettrice infrarouge. Donc là le courant passe, la diode émet de l'infrarouge, et s'il n'y a rien entre les deux, eh bien le transistor est saturé, c'est-à-dire la borne 3 est ramenée sur la borne 4. Donc à ce moment-là on est ramené ici à 0. Donc si l'infrarouge passe, la borne 3 est reliée à la borne 4. Donc ici, en 1, on a un niveau logique 0, c'est-à-dire on a la masse, 0 volts. Donc c'est une porte inverseuse, donc j'ai 5 volts. Donc je récupère sur RA4 5 volts, c'est-à-dire un niveau logique 1. Donc voilà pour la première feuille, pour les explications.